Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je reçois Joël Verbrus pour parler du RGPD et non pas de la RGPD. Nous avions eu des petits soucis de son sur la première version, donc si vous avez déjà vu la première, restez quand même, vous allez pouvoir voir la deuxième version, mais avec du son. A tout de suite. Bonjour Joël. Bonjour Jérôme, ça va? Très très bien. Alors on va reparler de la RGPD, donc on a eu un petit problème de son la dernière fois, donc on recommence et on va le faire en version fort et clair. Donc qu'est-ce que le, et non pas la, à chaque fois je dis la RGPD, je suis désolé, je suis incorrigible, qu'est-ce que le RGPD? Alors l'acronyme du RGPD, c'est Règlement général pour la protection des données. Donc c'est un règlement européen qui est en vigueur depuis mai 2018 et qui oblige tous les professionnels à mettre en place certains dispositifs pour protéger les particuliers contre le traitement ou l'utilisation abusive de données personnelles qui les concernent. Alors sur la date de mise en route, on m'a indiqué dans les commentaires sur la vidéo précédente que ça aurait été mis en place en 2016, mais les entreprises avaient jusqu'en 2018 pour se mettre en conformité. Oui, mais c'est ça, c'est l'entrée en vigueur officielle, c'était 25 mai 2018, et le règlement, en effet, datait de 2016, mais il a fallu précisément qu'on laisse aux entreprises le temps de se mettre en conformité et de prendre toutes les dispositions, parce que on va voir dans la suite de la vidéo que ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Alors ça a été construit pourquoi? Parce que a priori l'idée c'est de voir quel est l'intérêt pour les photographes. Moi je t'avoue que je vois ça comme quelque chose qui a été construit pour les GAFA, les grosses structures qui font du big data et mais contre en fait. Oui, mais c'est ça. C'est pour les particuliers contre les GAFAM, justement. Pour protéger le particulier, donc pour de la gestion de leurs données, et en quoi nous, petits photographes, parce que à comparer d'Amazon, de Facebook ou de Google, on est tous tout petits, quelle que soit notre notoriété. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans en fait? Mais on a à faire là-dedans que malheureusement on est soumis au RGPD comme n'importe quelle entreprise, qu'on soit un petit photographe ou une petite avocate ou une petite entreprise individuelle ou une multinationale, toutes les entreprises sont obligées de le respecter. Donc on n'a pas le choix, c'est malheureusement comme ça. On ne manipule pas de la grosse donnée. Quelles données personnelles, nous, on a accès en tant que photographe et en quoi ça nous concerne? Alors on ne manipule pas des données dans la même quantité évidemment que les multinationales et notamment les fameux GAFA qu'on essaye de combattre, mais des données personnelles on en a tout le temps, des adresses mail de nos prospects, de nos contacts, de nos clients, les photos sur lesquelles apparaissent des personnes reconnaissables. Ce que j'avais pas bien dit dans la première vidéo et sur lequel je vais insister maintenant, c'est que ça concerne à la fois les photographes artisans qui font des photos de mariage où ils ont des informations non seulement sur les personnes qui sont identifiables sur les photos, mais aussi ce qu'on appelle des données sensibles sur leur orientation religieuse, notamment dans les mariages, leurs préférences sexuelles, parce que si c'est un mariage homosexuel ou un mariage hétérosexuel, ben ça fait partie déjà des données sensible. On sait si le monsieur il s'est marié avec une madame ou avec un autre monsieur, c'est ça en fait. Oui, mais voilà, mais ça fait partie de ce qu'on appelle des données sensibles. Et normalement, les données sensibles, si on applique à la lettre le RGPD, on peut pas les conserver. Ça veut dire que théoriquement, il faudrait même qu'on efface nos photos une fois qu'on les a livrées. Enfin, que les artisans effacent leurs photos une fois qu'ils les ont livrées. Et donc, la difficulté, c'est justement d'une part de mettre en œuvre le RGPD, de se mettre en conformité, et puis de se doter d'éléments, par exemple des contrats, qui permettent de démontrer qu'on a l'accord des personnes photographiées, là je parle surtout pour les artisans, pour conserver leurs données au-delà des 3 ans, par exemple, que préconise la CNIL pour certaines données, ou bien même de les conserver tout court pour les données sensibles. Donc il y a plein de données personnelles. Tout, c'est pas uniquement... alors je disais oui c'est pour les artisans, mais c'est aussi pour les auteurs. Quand un auteur fait une série artistique avec un modèle d'art, ou bien qu'un auteur fait de la street photographie, ça reste des données personnelles aussi, parce que dès le moment où les personnes sont identifiables, c'est une donnée personnelle. Donc, dans tous les cas, il faut s'interroger sur ce que c'est que la donnée personnelle, et puis après, quelles sont les données sensibles, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces données, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données, dans quelle mesure on peut avoir une autorisation des personnes qu'on a photographiées, indépendamment de l'autorisation de droit à l'image, mais aussi pour la conservation des données. Et après, il y a plein de problématiques, justement, sur comment combiner ces réglementations-là, sur les données personnelles, avec nos droits d'auteur. Parce que si on nous oblige à effacer les données, c'est-à-dire les photos et les champs IPTC, les indications qu'on a mis dans les champs IPTC au bout d'un certain temps, mais qu'après ça, quelqu'un utilise une de nos photos parce qu'elle circulait encore sur Internet, comment est-ce qu'on va faire nous pour prouver qu'on est bien l'auteur? Et donc tout ça, c'est important aussi de pouvoir démontrer dès le départ qu'on a l'accord de la personne autant que faire se peut, pour conserver ces données au-delà des délais préconisés par la CNIL,
Et ce qu'on peut faire quand on a notamment un contrat qui est bien rédigé, pour justement, d'une part, conserver nos archives, parce que je connais aucun photographe qui a envie de virer toutes ses archives sous prétexte qu'on veut lutter contre les GAFAM, hein, j'en connais pas. Faut le faire signer à chaque personne, ou ça peut être un contrat d'adhésion, c'est-à-dire mis dans nos conditions générales de vente Alors, ça peut pas être un contrat d'adhésion, ça doit être normalement un contrat qui est vraiment fait nominativement avec la personne en question, et surtout qui doit être bien fait, c'est-à-dire lui expliquer pourquoi elle doit signer ça, et lui expliquer que même, c'est ça la difficulté aussi, que même si elle signe cet accord-là, normalement, en vertu du RGPD, elle peut même à n'importe quel moment revenir sur sa décision. Donc on va avoir à un moment, quand on va commencer à avoir de la jurisprudence, là c'est trop tôt, mais quand on va commencer à avoir de la jurisprudence, on risque d'avoir un jour des conflits entre d'un côté quelqu'un qui a donné une autorisation par exemple de droit à l'image, et de l'autre côté, cette même personne qui vous dit « Oui, mais d'accord, mais la photo, c'est une donnée personnelle, et j'ai beau avoir signé une autorisation de droit à l'image, j'ai un droit de suppression de la donnée personnelle à n'importe quel moment. » Et tout ça, c'est des interrogations qui vont, à un moment ou à un autre, rejaillir dans la jurisprudence. Mais pour ces questions-là, c'est encore trop tôt. Par contre, pour l'obligation de se mettre en conformité, là, on est en plein dedans, parce que normalement, ça devrait déjà être fait pour tout le monde. Si je résume, il y a donc c'est fait, ça a été conçu contre les GAFA, c'est fait pour protéger les particuliers donc de l'utilisation entre guillemets abusive de leurs données personnelles, même si à notre niveau ça reste limité. On est obligé de s'y soumettre quoi qu'il arrive. Maintenant, quel intérêt on peut y trouver? Est-ce qu'on peut essayer de renverser un peu la vapeur et de se dire bon voilà, je suis obligé de le faire. Maintenant, si je le fais, à quoi ça va me servir en tant que photographe? J'aurais juste une petite question aussi, une petite digression. On a beaucoup parlé de photographes professionnels puis qui conservent la donnée. Est-ce que ça peut aussi concerner les photographes amateurs? Alors, en théorie, non. La seule chose, c'est qu'à partir du moment... Alors, j'ai plus en tête la rédaction précise du RGPD, mais à partir du moment où on arrive à un traitement systématique des données, ça peut les concerner aussi. Donc, on peut pas exclure complètement le photographe amateur. Il faudrait que je reprenne le texte exact que j'ai pas en tête de manière précise. Mais on va dire que les photographes amateurs qui commencent à rentrer dans une démarche de prospection pour trouver des lieux d'exposition, des choses comme ça, mais ils vont déjà collectionner des données personnelles, enfin collecter, et puis en fait de fait collectionner des données personnelles, comme le nom des prospects qui sont les galéristes, etc. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on protège les particuliers, en réalité, on protège les personnes physiques, pas uniquement les particuliers non professionnels. C'est-à-dire qu'un prospect, par exemple, si on écrit à une société X et que l'adresse mail c'est contact@x.com, ça va. Mais si on écrit à monsieur Jean Tartampion@x.com, ça c'est déjà une donnée personnelle parce que son nom est dedans. D'accord, donc tout ce qui concerne ce qu'on appelle les adresses fonctionnelles, c'est-à-dire l'adresse de la fonction de la personne, monsieur le directeur, qui peut changer, qui est plus ça c'est déjà une donnée personnelle, même si la personne intervient dans le cadre de son activité professionnelle. D'accord. Donc en réalité, on protège les particuliers, on protège en réalité les personnes physiques. Toutes les personnes physiques. La société en elle-même, une société commerciale ne peut pas en elle-même dire « Ah, vous avez violé le RGPD à mon détriment ». Non, c'est la personne physique qui va être, par exemple, la titulaire de l'adresse mail dans l'exemple que je donnais. Mais donc, ça veut dire que c'est très large. Et ça veut dire aussi qu'en tant que photographe, qu'on soit auteur ou artisan ou même les journalistes, dès le moment où on a un carnet d'adresses dans son logiciel de mail qui est rempli d'adresses en tout genre, bah, tout ça, c'est des données personnelles. Donc, à partir du moment où elles existent, il faut savoir comment on les conserve, comment on les traite, comment on les supprime, à quelle fréquence, etc. Et il y a ça, il y a les champs IPTC, il y a plein de choses, quoi. Et du coup, quel intérêt? C'est-à-dire, on a des obligations, donc ça, effectivement, c'est clair. Maintenant, alors pour le détail des obligations, on peut revenir à ton livre où tu détailles un peu tout ça et concrètement comment on se met à jour vis-à-vis de la réglementation. Maintenant, quel intérêt pour nous de rentrer dans ce système-là, indépendamment du fait peut-être qu'on n'a pas le choix? Alors, les deux intérêts, je dirais. Le premier, c'est d'avoir aussi, ça devient devenir un argument commercial, entre guillemets, un argument de marketing, si tu veux. On pourra jamais affirmer je suis en totale conformité avec le RGPD parce que c'est compliqué et que même la CNIL se rend compte que c'est sans doute pas possible d'être totalement en conformité, mais par contre, on pourra dire j'ai réfléchi à la protection de vos données personnelles, j'ai mis en place un système de protection, je respecte les principes qui sont édictés par le RGPD, etc. Donc on va pouvoir en tirer un argument pour expliquer à ses clients, que ce soit des particuliers, par exemple pour les photographes de mariage, ou que ce soit même des entreprises, ben voilà, dans ma structure, même si je suis une petite structure, j'ai réfléchi à ces obligations issu du RGPD, j'ai mis en conformité tout ce que je pouvais mettre en conformité, donc mon ordinateur est protégé, je conserve pas vos données au-delà des délais, etc. Et donc ça va devenir en gros un argument, tu disais dans la première vidéo qu'on avait fait, une sorte de label qualité. À la nuance que pour l'instant il n'y a pas encore d'organisme officiel
qui est capable et qui est Après mandaté. le label rouge, le label bleu. Voilà. Il n'y a pas encore d'organisme officiel qui est mandaté pour décerner réellement des labels de qualité à ce niveau-là. Il faut d'ailleurs faire très attention parce qu'il y a pas mal d'arnaques qui vont commencer à se monter, c'est-à-dire des sociétés qui vont démarcher les gens en disant voilà, on vous fait votre mise en conformité pour 5 500 € ou 10 000 € parce que ça risque d'être cher. Et après ça, vous avez un label de qualité. Vous pouvez m'appeler, pour 10 000, je vous la fais. Oui, enfin, t'es pas juriste, fais gaffe. Mais je vous la fais quand même, je connais une juriste, on s'arrangera, y a pas de souci. Pour 10 000... Faites attention parce que ça veut dire qu'il va y avoir des arnaques justement, des arnaques à la mise en conformité et que tout d'un coup on va voir arriver des mails, ça commence déjà un petit peu. Bon. J'essaie de négocier avec les... Oui. Tout d'un coup on va voir arriver des mails avec des tarifs défiant toute concurrence pour une mise en conformité qui sera en gros uniquement quelques adaptations sur un site web pour que les adresses mail de la newsletter n'aillent pas partout. Mais ça suffit pas. Mettre en conformité son site web, ce n'est qu'une toute petite partie du workflow, on va dire, de l'activité du photographe. Et c'est pas parce qu'un webmaster dit au photographe, oh c'est bon, moi je te fais les mentions qu'il faut. D'une part, le photographe reste quand même personnellement responsable, que demander à tous les intervenants qu'il veut, c'est toujours lui qui sera responsable vis-à-vis de la CNIL. Et puis d'autre part, la mise en conformité du site web, même si elle est bien faite, ce n'est qu'un tout petit aspect. Après, il y a les archives, il y a la collecte des emails, il y a plein de choses, quoi. Donc, il faut que tout le process, finalement, soit optimisé, soit prévu pour... alors, tu me disais précédemment, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre, mais il faut que ce soit formalisé, finalement. C'est-à-dire que les actions qu'on met en œuvre doivent être formalisées de manière à ce qu'en cas de contrôle, on puisse dire, regardez, j'ai mis en place telle et telle chose. C'est pas des choses extraordinaires, c'est juste supprimer les adresses au bout de... Enfin, après, pour ça, je renvoie plutôt à ton bouquin, donc sur la checklist qui explique tout ce qu'il y a à faire. Mais voilà, l'idée, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais il faut que ce soit fait. C'est pas très compliqué, on va dire, dans le processus. C'est juste qu'au départ, ça va prendre un peu de temps parce que il faut le mettre en place, il faut comprendre comment ça marche. Dès le moment où c'est compris, où c'est mis en place, c'est-à-dire qu'on a créé chacun les documents qu'il faut sur les modèles utilisés pour ça. Après, c'est surtout un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que quand on va changer sa façon de procéder, on va se dire, ah oui, mais pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que ça va me apporter plus de sécurité. Je change d'antivirus parce que ceci. Je change de logiciel mail ou je crée un compte mail qui n'est pas Gmail parce que c'est trop lié justement à ce genre de traitement de données, voilà. Et toutes ces choses-là, ça va induire, et je le vois déjà pour moi dans mon activité d'avocate aussi, la réflexion que j'ai pu avoir déjà en écrivant le livre et puis après en faisant ma propre mise en conformité, la réflexion que j'ai pu avoir induit d'autres comportements. C'est-à-dire que je vais paramétrer mon logiciel de mail différemment. Je vais plus conserver les adresses de tous les gens à qui je réponds. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens parce que d'une part, ça encombre le logiciel mail, mais ça, la CNIL s'en fout. Mais surtout parce que c'est des adresses qu'on conserve. Et le jour où on a un piratage d'ordinateur, eh bien, ça fait autant de personnes de plus dont les coordonnées peuvent éventuellement partir dans la nature. Et donc, il faut en fait, c'est pas mal. Pour ça, c'est pas plus mal. C'est qu'on change notre façon de procéder. Ça oblige à une réflexion. Autant je suis d'accord avec toi pour dire que le règlement est un peu une usine à gaz et qu'on n'est pas les premiers visés, mais qu'on est sans doute les premiers pénalisés. Mais d'un autre côté, ça oblige malgré tout à réfléchir sur la façon dont on traite les données, parce qu'en réalité, quand on comprend le mécanisme, on s'aperçoit que les données personnelles, il y en a partout. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que s'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à réfléchir à tout ça et qui ont mis en place des actions ou qui ont des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous en parler, à nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place dans les commentaires. Je propose aussi que ceux qui veulent aller plus loin puissent se procurer ton livre. Je mets un petit lien ici, et surtout, je vous l'affiche ici et je vous mets un lien dans la description. Est-ce qu'on peut se dire qu'on essaie de voir un petit peu dans quelques temps comment ça a évolué? On pourra se retrouver pour parler. Moi, par exemple, j'ai eu une très bonne surprise au mois de mai. J'ai été animer un workshop à Arles, à la place des photographes, et j'avais 5 stagiaires. Et dans les 5 stagiaires, il y en avait un qui avait lu le bouquin, et non seulement il avait lu le bouquin, mais il avait tout fait. C'est-à-dire qu'il connaissait mon bouquin mieux que moi. C'était impressionnant. Il était vraiment à la fois d'un côté, chaque fois qu'il y avait une question qui était posée, il dit oui mais le RGPD mais d'un autre côté c'était impressionnant parce qu'en fait il avait profité de ce qu'il avait un stagiaire dans son entreprise, ils avaient réfléchi à 2 dessus et ils avaient passé je crois 2-3 jours dessus à fond, mais il avait tout préparé, c'était vraiment impressionnant. Ça c'est intéressant, tu vois, pour se mettre en conformité, 2-3 jours ça peut suffire, on n'est pas obligé d'y passer 2 mois. Ah non du tout, en fait il faut vraiment avoir compris le mécanisme
et, et suivre le pas à pas, enfin si on veut se lancer par là, hein, si on veut utiliser cette méthode-là, suivre le pas à pas qu'on avait créé. Ce bouquin, je l'ai pas écrit seul, hein, je l'ai écrit avec un confrère et ami qui s'appelle Maître Martin Lacour, qui est avocat à Paris et qui était plus compétent dans ce secteur-là et moi plus compétente dans la photo, ce qui fait qu'on a mis ensemble nos compétences. Et en réalité, avec le parcours qu'on a proposé, ben, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est compréhensible par tous. Donc, si tu veux vraiment, voilà, la mise en conformité elle-même, elle est pas très compliquée. C'est vraiment le mécanisme qu'on doit intégrer. Dès le moment où il est intégré, on va préparer tous les documents, et puis au fil du temps, eh bien, quand on change quelque chose, tiens, pourquoi je change d'antivirus, comme je disais tout à l'heure? Pourquoi je change ça? Eh bien, je crée une adresse mail. Par exemple, moi, je l'ai fait côté avocat, j'ai créé une adresse mail sur ProtonMail, qui est plus sécurisée que Gmail, et dans les dossiers qui sont ouverts, je la donne pas à tout le monde, mais dans les dossiers qui sont ouverts, je donne cette adresse-là. Et je communique plus avec les clients qu'avec ça. Et pourquoi je le fais? Ben, je le fais parce que c'est plus sécurisé. Et donc, pourquoi, une fois que je l'ai fait, je l'explique. Dans le document, je fais une petite mise à jour. Et ça prend 2 minutes. Au moment où le travail, voilà, au moment où le travail de base est fait, après, c'est juste la réflexion et, on va dire, un mécanisme de pensée différent. Et qui fait pas de mal, hein, franchement. Bon, du coup, il vous faudra pas si longtemps que ça finalement pour vous mettre en conformité. Donc, je vous invite à le faire en commençant par vous procurer le livre de Joël qui vous aidera donc à vous mettre dans les clous. On va se revoir très très vite, Joël, puisqu'il y a un autre ouvrage que tu as sorti sur les Creative Commons. Commons, là aussi, faute, j'y arrive pas. C'est l'ARGPD au lieu de l'ERGPD et Creative Commons au lieu Creative Commons. Voilà, c'est bien là comme ça? Oui, c'est parfait. Donc on se revoit très prochainement pour parler des Creative Commons. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo. Salut Joël! Salut!